Les enfants des dirigeants nazis sont nés dans un monde de pouvoir et de privilèges. Alors que leur père semait le chaos, eux vivaient entourés de luxe, protégés de la réalité. Le Troisième Reich leur offrait une vie sans pareille, éloignée des horreurs que le régime infligeait à des millions de personnes. Mais avec l'effondrement du Reich, leur monde s'est écroulé. Ce qui était synonyme de grandeur est devenu un fardeau insupportable. Les enfants des architectes du nazisme ont été poussés dans l'ombre d'une histoire qu'ils n'avaient jamais choisie. Certains ont fui, d'autres se sont accrochés à l'héritage, mais tous ont été marqués par le poids d'un nom impossible à oublier. Que s'est-il passé lorsque la guerre a pris fin et que les mythes se sont effondrés? Comment ont-ils affronté la vérité sur leur père et le monde qu'ils avaient construit? Ont-ils pu se libérer de leur héritage ou étaient-ils condamnés à porter ce lourd passé? Enfances empoisonnées, privilèges, foi aveugle et la fabrique de la haine. L'enfance des enfants de l'élite nazie s'est déroulée dans un univers parallèle, un microcosme artificiellement construit qui reflétait la vision déformée du monde que le régime tentait d'imposer. Cette bulle hermétique et privilégiée a créé une dissociation cognitive qui marquerait profondément leur développement psychologique et leur capacité ultérieure à appréhender la vérité historique. Dans les villas et les demeures de la haute hiérarchie nazie a grandi une génération singulière, les enfants des architectes du Troisième Reich. Ces familles vivaient dans des environnements strictement contrôlés où l'idéologie nationale-socialiste dominait chaque aspect de l'existence quotidienne. Les enfants nés dans ces circonstances exceptionnelles jouissaient de privilèges inégalés tout en restant ignorants des atrocités orchestrées par leurs parents. La structure d'autorité au sein de ces familles reflétait fréquemment les principes hiérarchiques du régime. Le père occupait une position incontestable, exigeant une loyauté absolue tant dans la sphère publique que privée. Ce transfert des principes autoritaires dans l'espace domestique créait un environnement où le questionnement critique devenait pratiquement impossible. La fille d'Albert Speer, Hilde, décrivit ce parallélisme. La parole de mon père était loi. Remettre en question ses décisions ou jugements était impensable, non seulement parce qu'il était mon père, mais aussi parce qu'il représentait une extension de l'autorité nationale. Karin-Hall, l'extravagante propriété de Hermann Göring, représentait l'apogée de ce privilège extrême. Là-bas, la petite Hedda Göring, née en 1938, vivait dans un luxe inimaginable au sein d'un complexe abritant des milliers d'hectares de forêt où bisons, cerfs et chevaux sauvages se promenaient librement. Les pièces regorgeaient d'œuvres d'art pillées par son père, qui se proclamait mécène artistique du Reich. La propriété comprenait un cinéma privé, une salle de sport, une piscine, un bunker et un salon de réception de plus de 900 mètres carrés nommé « salon de chasse ». Pour le plus grand plaisir d'Hedda, des lionceaux étaient élevés et remplacés chaque année lorsqu'ils atteignaient l'âge d'1 an. La fillette incarnait l'idéal de beauté arien et était constamment photographiée et célébrée dans la presse allemande. Hitler lui-même fut son parrain de baptême, un événement célébré avec grande pompe en novembre 1938. L'instrumentalisation propagandiste de ces familles ajoutait une couche de complexité supplémentaire aux dynamiques internes. L'exposition médiatique constante créait une dissociation entre l'identité publique et l'intimité familiale, générant des schémas de pensée dissociatifs qui compliqueraient plus tard l'intégration d'expériences contradictoires. Gudrun Himmler, fille de Heinrich Himmler, née en 1929, incarnait parfaitement l'idéal de la jeune Aryenne. Son père, l'un des hommes les plus redoutés d'Allemagne en tant que chef des SS, montrait envers elle un côté remarquablement paternel. Il l'appelait affectueusement « Pupi » et restait en contact quotidien par téléphone lorsqu'il était à la maison, envoyant des lettres hebdomadaires en déplacement. Cette dualité, l'architecte de l'Holocauste démontrant en parallèle une profonde affection paternelle, engendra une dissociation cognitive qui marquerait la vie adulte de Gudrun. Pour Gudrun, comme pour beaucoup de ses enfants, la loyauté familiale se mêlait inextricablement à la loyauté idéologique. Son amour filial intense pour Heinrich Himmler était indissociable de son attachement à l'idéologie qu'il représentait. Toute remise en question des principes nationaux socialistes s'interprétait implicitement comme une trahison non seulement d'une abstraction politique, mais aussi du lien fondamental père-fille, ce qui explique pourquoi, pour certains descendants,
Rompre avec l'héritage paternel revenait émotionnellement à un parricide symbolique. Le journal de Gudrun, partiellement retrouvé après la guerre, offre un aperçu troublant de cette réalité parallèle. Dans une entrée de 1941, lors d'une visite à Dachau avec son père, la fillette de 12 ans écrit « Aujourd'hui, nous avons visité le camp où papa travaille. Il est très grand et les hommes ont l'air très ordonnés. Papa dit qu'il travaille pour l'Allemagne. Il y avait beaucoup de fleurs à l'entrée et tout semblait très propre. » Cette perception enfantine, soigneusement façonnée par la supervision paternelle, révèle l'efficacité du filtre de réalité imposé à ses enfants. Les enfants Goebbels vivaient sous le regard constant de la machine de propagande, présentée comme la famille aryenne idéale. Helga, Hildegard, Helmut, Holde, Hedwig et Heidrun, dont les prénoms commençaient tous par H en hommage à Hitler, apparaissaient régulièrement dans les magazines et les actualités filmées. Leur éducation et leurs activités sociales étaient méticuleusement orchestrées pour illustrer les vertus nazies. Malgré cette exposition publique, en privé, Joseph Goebbels, contrairement à son image publique stoïque, était décrit par le personnel domestique comme un père joueur qui organisait des chasses au trésor élaborées pour ses enfants et leur lisait des contes avant de dormir. Souvent des histoires traditionnelles allemandes modifiées pour y intégrer des messages antisémites. Rudolf Höss, le commandant d'Auschwitz, résidait dans une maison agréable juste à l'extérieur du périmètre du camp d'extermination, où il jouait avec ses enfants et entretenait son jardin. Ce que les petits ignoraient, c'est que leur père avait probablement signé ce jour-là des condamnations à mort pour d'autres enfants, ou supervisé personnellement le gazage de centaines de juifs avant de rentrer dîner. Ingebirgit, Brigitte Höss, fille de Rudolf, se souviendrait des décennies plus tard. C'était le père idéal. Il ne nous criait jamais dessus, ne nous punissait jamais. Chaque soir, il s'asseyait sur mon lit et nous parlions de ma journée, de mes études, de mes amis. Il nous chantait des chansons et nous racontait des histoires. Ce témoignage, provenant de la fille du commandant d'Auschwitz, illustre parfaitement la compartimentation psychologique qui caractérisait ces foyers, où la tendresse paternelle cohabitait avec la brutalité systématique. Dans les foyers où la violence systématique constituait l'occupation professionnelle du père, les frontières entre discipline familiale et abus étaient souvent floues. Plusieurs descendants ont rapporté par la suite des expériences de châtiments physiques extrêmes présentées comme des renforcements du caractère. Niklas Frank décrivait des méthodes disciplinaires que nous qualifierions aujourd'hui de maltraitance infantile. Mon père considérait que la résistance à la douleur forgeait le caractère. Il nous exposait délibérément à des situations de peur extrême pour endurcir notre esprit, se souvenait-il. Refuges éducatifs, les écoles d'élite du national-socialisme. Parmi les institutions clés pour l'endoctrinement des enfants de l'élite nazie figuraient les Napolas, Nationalpolitische Erziehungsanstalten ou Institut pédagogique national-politique, et les Ordensburgen, des académies fortifiées conçues spécifiquement pour former les futurs dirigeants du Reich. Ces centres représentaient la manifestation éducative la plus raffinée de l'idéologie nationale socialiste. Les Napolas, établis à partir de 1933 sous la supervision directe des SS, étaient des internats d'élite combinant un entraînement physique et militaire rigoureux avec une formation idéologique stricte. Les enfants des officiers de haut rang et des membres éminents du parti nazi bénéficiaient d'une priorité à l'admission, créant un environnement éducatif exclusif et hermétique. Le système d'admission à ces institutions reflétait les obsessions raciales du régime. Les candidats devaient se soumettre à des examens physiques poussés afin de vérifier leur pureté raciale, allant de la mesure du crâne à la distance entre les yeux. Horst von Wechter, fils du gouverneur nazi de Galicie Otto von Wechter, décrivit plus tard ce processus comme une combinaison d'examens médicaux et de rites d'initiation, où on nous mesurait comme du bétail de race pure. Eda Göring, bien que trop jeune pour intégrer une Napola avant l'effondrement du régime, était destinée à étudier au Landschulheim am Solling, un internat d'élite. Dès l'âge de 7 ans, elle montrait déjà les effets d'un endoctrinement intensif. Un officier allié qui l'interrogea en 1945 nota que la fillette récitait la propagande nazie avec une précision troublante et montrait une fierté déconcertante
lorsqu'elle parlait de son parrain Hitler. Pour les adolescents, les écoles Adolf Hitler-Schulen, fondées en 1937, offraient un environnement encore plus exclusif. Helga et Hildegard Goebbels, les filles aînées du ministre de la Propagande, y furent brièvement scolarisées. Leurs journaux, partiellement retrouvés après la guerre, révèlent comment ces institutions modifiaient systématiquement la perception de la réalité. Helga écrivit dans une entrée de 1943 « Aujourd'hui, nous avons appris pourquoi nous devons rester purs. Madame Mayer nous a montré des photos de races inférieures et de leurs défauts. Je suis reconnaissante d'être née allemande. » Le programme de ces institutions se concentrait presque exclusivement sur l'eugénisme et les théories raciales. La biologie enseignait la supposée base scientifique de la hiérarchie raciale nazie, présentant comme des faits objectifs des théories pseudo-scientifiques sur la supériorité aryenne. Les mathématiques incorporaient des problèmes pratiques liés aux dépenses militaires ou au calcul du fardeau économique représenté par les populations improductives. L'histoire était complètement réécrite, présentant l'Allemagne comme victime historique de conspirations juives. Le témoignage de Wolf Rüdiger Hess, qui fréquenta une Napola en Bavière, illustre l'impact psychologique de cette éducation. Nous avons grandi convaincus de notre supériorité naturelle. Les épreuves physiques constantes et la compétition impitoyable créaient une atmosphère où montrer une faiblesse était impardonnable. Ce n'est que des années plus tard que j'ai compris à quel point notre formation était déformée. Pour les filles, l'éducation était complémentaire mais distincte. Les institutions féminines, comme les écoles d'élite de la Ligue des jeunes filles allemandes, insistaient sur la préparation au rôle de mères et d'épouses des futurs dirigeants. Si les garçons étaient reformés à commander, les filles apprenaient à être des gardiennes parfaites du foyer arien. Le modèle de féminité imposé était extrêmement restrictif, avec une socialisation centrée sur la maternité future comme service à la nation. L'idéologie raciale imprégnait même les activités les plus quotidiennes. Les poupées servaient à pratiquer les soins maternels pour la prochaine génération aryenne. Les cours de couture préparaient à habiller correctement les futurs soldats du Reich. Ilse Hess, épouse de Rudolf Hess et mère de Wolf Rüdiger, exprimait cette vision dans des lettres adressées aux éducatrices de la Ligue des jeunes filles allemandes. La jeune Allemande doit comprendre que son corps est un sanctuaire racial, que sa maternité future est un service aussi précieux pour l'Allemagne que le service militaire pour l'homme. Cette objectivation du corps féminin comme vecteur reproductif national aurait de profondes conséquences sur l'auto-perception de ces filles durant leur adolescence et à l'âge adulte. Pour les plus jeunes, même les activités récréatives étaient imprégnées de contenu idéologique. Les jouets, contes pour enfants et jeux populaires dans les foyers de l'élite nazie reflétaient et renforçaient les valeurs du régime. Leur éducation et leurs activités sociales étaient méticuleusement orchestrées pour illustrer les vertus nazies. Malgré cette exposition publique, en privé, Joseph Goebbels, contrairement à son image publique stoïque, était décrit par le personnel domestique comme un père joueur qui organisait des chasses au trésor élaborées pour ses enfants et leur lisait des contes avant de dormir. Souvent des histoires traditionnelles allemandes modifiées pour y intégrer des messages antisémites. Rudolf Höss, le commandant d'Auschwitz, résidait dans une maison agréable juste à l'extérieur du périmètre du camp d'extermination, où il jouait avec ses enfants et entretenait son jardin. Ce que les petits ignoraient, c'est que leur père avait probablement signé ce jour-là des condamnations à mort pour d'autres enfants, ou supervisé personnellement le gazage de centaines de juifs avant de rentrer dîner. Ingebirgit, Brigitte Höss, fille de Rudolf, se souviendrait des décennies plus tard. C'était le père idéal. Il ne nous criait jamais dessus, ne nous punissait jamais. Chaque soir, il s'asseyait sur mon lit et nous parlions de ma journée, de mes études, de mes amis. Il nous chantait des chansons et nous racontait des histoires. Ce témoignage, provenant de la fille du commandant d'Auschwitz, illustre parfaitement la compartimentation psychologique qui caractérisait ces foyers, où la tendresse paternelle cohabitait avec la brutalité systématique. Dans les foyers où la violence systématique constituait l'occupation professionnelle du père, les frontières entre discipline familiale et abus étaient souvent floues. Plusieurs descendants ont rapporté par la suite des expériences de châtiments physiques extrêmes présentées comme des renforcements du caractère. Niklas Frank décrivait des méthodes disciplinaires
que nous qualifierions aujourd'hui de maltraitance infantile. Mon père considérait que la résistance à la douleur forgeait le caractère. Il nous exposait délibérément à des situations de peur extrême pour endurcir notre esprit, se souvenait-il. L'effondrement du délire, suicide rituel et chute finale. Avril 1945 marqua le début de la fin pour le Troisième Reich. Avec l'armée rouge avançant à l'est et les forces alliées occidentales pénétrant par l'ouest, le monde artificiel qui avait protégé les enfants de l'élite nazie commença à se dissiper violemment. Les familles de haut rang faisaient face à des décisions désespérées qui allaient déterminer le destin de leurs enfants. Dans le bunker souterrain de Hitler se déroula la tragédie la plus bouleversante lorsque Joseph et Magda Goebbels prirent une décision inimaginable. Tandis que les explosions de l'artillerie soviétique faisaient rage en surface, les 6 enfants Goebbels passèrent leurs derniers jours confinés dans le complexe souterrain étouffant. Des témoins comme Traudl Jung, secrétaire personnel de Hitler, décrivirent par la suite le comportement des enfants Goebbels durant ces jours finaux. Helga, l'aînée âgée de 12 ans, semblait comprendre la gravité de la situation et montrait des signes visibles d'anxiété, refusant de chanter les chansons patriotiques qu'elle entonnait auparavant avec enthousiasme. Heidrun, la plus jeune, âgée de seulement 4 ans, jouait innocemment avec des poupées dans un coin du bunker, complètement inconsciente de la catastrophe imminente. Albert Speer proposa d'évacuer les enfants vers un lieu sûr, mais Magda, dans une manifestation troublante de fanatisme idéologique, rejeta toutes ses offres. Elle et Joseph avaient décidé de mourir aux côtés de leur Führer et, dans leur mentalité déformée, leurs enfants ne pouvaient vivre dans un monde sans national-socialisme. Le 1er mai 1945, avec les troupes soviétiques à quelques rues de là, ils mirent leur plan macabre à exécution. Rochus Mich, opérateur téléphonique du bunker, se souvint de sa dernière vision des enfants, assis autour d'une table en chemise de nuit pendant que Frau Goebbels leur coiffait les cheveux. Le docteur Helmut Kunz, dentiste des SS, administra aux enfants des injections de morphine. Une fois inconscients, Magda Goebbels et le docteur Ludwig Stumpfegger, médecin personnel de Hitler, écrasèrent des capsules de cyanure dans leur bouche. Dans un dernier acte de maternité déformée et troublante, Magda installa les corps sans vie de ses enfants dans leur lit, leur coiffa soigneusement les cheveux et orna les filles de rubans. Elle laissa une lettre à son fils aîné issu d'un précédent mariage, Harold Kant, tentant de justifier ses actions. Le monde qui vient après le Führer et le national-socialisme ne vaut plus la peine d'être vécu, et c'est pourquoi j'ai emmené les enfants avec moi. Joseph et Magda se suicidèrent peu après. Pendant ce temps, d'autres enfants de l'élite nazie connurent des destins différents. La famille Göring chercha refuge dans sa résidence de montagne à Obersalzberg. Hermann Göring, conscient de la défaite imminente, ordonna la dynamitation de Karinhal après avoir transféré sa précieuse collection d'art. Lorsqu'il fut capturé par les forces américaines, Eda et sa mère furent internés à l'Hôtel Palace de Luxembourg, un contraste frappant avec les environnements luxueux auxquels elles étaient habituées. Après la capture de Heinrich Himmler par les forces britanniques, Gudrun et sa mère Margaret furent arrêtées par les troupes américaines alors qu'elles tentaient de se faufiler vers le Tyrol du Sud. Elles passèrent par plusieurs centres d'interrogatoire, terminant à Nuremberg où Margaret fut fouillée, révélant une capsule de cyanure de potassium cousue dans le rembourrage de l'épaule de son manteau. Lors des interrogatoires, la jeune Gudrun, alors âgée de 16 ans, montra une loyauté inébranlable envers son père, ce qui surprit même les interrogateurs expérimentés. Un officier américain nota dans son rapport « La fille de Himmler montre un niveau d'endoctrinement exceptionnel, même selon les standards de la jeunesse nazie. Elle rejette catégoriquement toute accusation contre son père et soutient que les atrocités sont de la propagande alliée. Sa conviction est si absolue qu'elle en devient troublante. » La famille Bormann connut une fragmentation brutale lorsque Martin Bormann, le puissant secrétaire particulier de Hitler, disparut lors de la chute de Berlin. Ses enfants se retrouvèrent désemparés et durent faire face à un intense examen en raison du rôle éminent de leur père dans le régime nazi. Les enfants cadets de Bormann, Martin, Adolphe et 7 autres frères et sœurs, furent initialement recueillis par des familles catholiques ignorant leur véritable identité. Cette séparation traumatique, combinée à l'incertitude sur le sort de leur père,
dont les restes ne seraient identifiés qu'en 1972, créa un profond vide identitaire. Rudolf Höss s'échappa temporairement après la guerre, mais fut finalement capturé, jugé et exécuté en 1947. Ses enfants durent fuir vers le nord en voiture, voyageant de nuit phares éteints, sous bombardements alliés constants. Höss avait envisagé le suicide familial et obtenu les doses létales nécessaires de poison en cas de capture par les Russes, mais y renonça finalement à cause des enfants. Pour Adolf Eichmann, l'un des principaux organisateurs de la Shoah, la fuite signifia abandon familial puis réunification en exil. En 1948, il obtint un permis de débarquement pour l'Argentine et des papiers d'identité falsifiés sous le nom de Ricardo Clément. Sa famille le rejoignit plus tard à Buenos Aires. Klaus Eichmann, son fils aîné, avait servi dans les Waffen-SS et partageait pleinement les convictions idéologiques de son père. Après l'avoir rejoint en Argentine, il participa activement à des cercles néo-nazis sud-américains et aida à établir des réseaux de soutien pour d'autres fugitifs nazis. Ce cas illustre comment, pour certains enfants déjà adultes et endoctrinés, l'effondrement du régime n'impliqua pas nécessairement une rupture idéologique, mais la continuation clandestine de leurs convictions. La fausse normalité, la vie domestique dans les familles du génocide. L'un des aspects les plus troublants de l'histoire des enfants des dirigeants nazis est la juxtaposition entre l'apparente normalité de leur vie familiale quotidienne et les atrocités auxquelles leurs pères participaient activement. Cette dualité a créé une profonde dissociation cognitive chez ces enfants. Les journaux intimes, lettres et entretiens postérieurs révèlent des schémas domestiques qui, en surface, pourraient ressembler conventionnels. Heinrich Himmler maintenait une routine familiale méticuleuse. Même durant les années les plus intenses de l'Holocauste, il réservait du temps pour corriger les devoirs de Gudrun et lui envoyait des cadeaux soigneusement choisis lors de ses voyages d'inspection dans les camps de concentration. Une lettre datée de septembre 1943, envoyée par Himmler à Gudrun pour son anniversaire, illustre cette dualité déconcertante. « Ma chère pupille, je suis désolé de ne pas pouvoir être avec toi pour ton anniversaire. Je t'envoie cette broche que j'ai trouvée lors de mon dernier voyage à Varsovie. Elle est en argent ancien et possède les détails nordiques que tu aimes tant. N'oublie pas de pratiquer ton piano comme tu l'as promis. Papa travaille dur pour l'Allemagne, mais pense toujours à toi. » L'argent ancien provenait très probablement du ghetto de Varsovie, récemment liquidé, et le travail pour l'Allemagne incluait la supervision de l'extermination systématique des Juifs polonais. Les photographies de familles récupérées de cette période montrent des scènes d'une banalité troublante. Hermann Göring apprenant à la petite Eda à monter à poney dans le domaine de Karinhal, Martin Bormann lançant ses enfants en l'air en riant sur la terrasse du Berghof, Reinhard Heydrich jouant du violon pour ses enfants avant de les coucher. Ces images d'une domesticité apparemment idyllique étaient souvent prises le même jour où ces hommes signaient des ordres d'extermination. Les résidences familiales elles-mêmes représentaient des espaces de contradiction morale. La maison des Höss, située juste à l'extérieur du périmètre d'Auschwitz, était décrite par les enfants comme un paradis pour enfants, avec son verger et ses animaux de ferme. Depuis le jardin, cependant, on pouvait voir la fumée des crématoires. Selon le témoignage ultérieur de Klaus Höss, les enfants avaient totalement normalisé cette vision, l'interprétant à travers le prisme des explications paternelles comme des fours à pain ou des installations de désinfection. Cette proximité physique entre une vie familiale idyllique et la machine génocidaire atteignait son expression la plus extrême dans le cas d'Amon Goeth, commandant du camp de concentration de Płachow. Depuis le balcon de sa villa, où sa maîtresse Ruth Irénée Calder servait de somptueux dîners, Goethe tirait au hasard sur les prisonniers pour se divertir. Sa fille Monica, née en 1945, grandirait sans connaître son père, exécuté en 1946, mais découvrirait finalement avec horreur cette juxtaposition macabre. La terrasse où avaient été prises des photos de famille était le même endroit d'où son père abattait des êtres humains innocents. Les rituels familiaux servaient d'ancrage à une normalité dans des environnements moralement dévastés. Höss insistait pour des dîners familiaux formels, où l'on discutait de sujets scolaires et culturels, évitant méticuleusement toute mention du travail qu'il effectuait à quelques mètres de là.
Albert Speer organisait des randonnées dominicales dans les Alpes bavaroises avec ses enfants, créant des souvenirs idylliques qui trancheraient brutalement avec les révélations ultérieures sur son implication dans le travail forcé et l'exploitation de prisonniers. Les célébrations de Noël méritent une mention spéciale en raison de leur charge symbolique et de leur intensité émotionnelle. Noël, dans les foyers des Himmler ou des Heydrich, incorporait une étrange fusion de traditions chrétiennes avec le ritualisme païen promu par les SS. Les cadeaux reçus par ces enfants avaient souvent des origines sinistres: jouets fabriqués par des prisonniers des camps de concentration, vêtements confectionnés à partir de biens confisqués, objets artisanaux réalisés sous la contrainte par des artistes juifs internés. La dimension psychosexuelle du développement dans ces environnements mérite une attention particulière. La combinaison paradoxale de puritanisme public et de permissivité privée, caractéristique de nombreux dirigeants nazis, créait des environnements domestiques marqués par de fréquentes contradictions. Tandis qu'une morale sexuelle conservatrice était officiellement promue, plusieurs foyers de l'élite nazie présentaient des dynamiques hautement dysfonctionnelles. Infidélité paternelle banalisée, objectivation constante des figures féminines et, dans certains cas, comportements ouvertement abusifs. Pour les enfants, cette dualité a créé une sorte de réalité scindée qu'ils devraient ensuite réconcilier. L'image du père aimant qui aidait au devoir ou jouait dans le jardin devait éventuellement être confrontée au même homme signant des ordres d'extermination ou supervisant des exécutions massives. Ce dilemme moral explique en partie les réponses polarisées que beaucoup ont développées à l'âge adulte, allant du déni obstiné au rejet viscéral de la figure paternelle. Naître coupable, l'héritage maudit d'un nom qui pèse comme une sentence. La période immédiate d'après-guerre a représenté un réveil brutal pour les enfants des dirigeants nazis. L'Allemagne, qui a émergé des ruines du Troisième Reich, était un pays physiquement dévasté et moralement traumatisé. Pour ces jeunes, dont beaucoup n'étaient encore que des adolescents, la transition a été particulièrement violente. Leurs noms de famille, autrefois synonymes de respect, sont devenus des emblèmes d'infamie et de mal. Les premières années après 1945 ont été marquées par la faim, les déplacements et le chaos social. Les familles des officiers nazis, autrefois à l'abri des privations de la guerre, se sont retrouvées soudainement vulnérables et exposées. Eda Göring et sa mère, après l'arrestation de Hermann Göring et son suicide la veille de son exécution programmée, sont passées de luxueuses demeures à une cabane sans électricité ni eau courante. Pour les enfants de figures proéminentes comme Himmler, Göring, Frank ou Heuss, l'identité est devenue un fardeau insupportable. À l'école, ces enfants faisaient face à un harcèlement constant, à l'isolement social et à une hostilité ouverte. Beaucoup ont choisi de changer de nom de famille ou d'adopter celui de leur mère. Brigitte Heuss, profondément honteuse des crimes de son père, commandant d'Auschwitz, a fini par quitter l'Allemagne, s'est installée aux États-Unis dans l'anonymat le plus total et a juré de ne jamais parler de son histoire. Elle a gardé son secret pendant plus de 60 ans, jusqu'à ce qu'elle accepte une interview en 2013, peu avant sa mort, à condition que son nom d'emprunt et sa localisation exacte ne soient pas révélés. Le témoignage de Brigitte offre des aperçus inestimables sur les stratégies de survie psychologique développées par ses enfants. J'ai appris à compartimenter ma vie. Mon enfance à Auschwitz est restée enfermée dans une boîte mentale que je n'ouvrais presque jamais. Je me suis construite un nouveau personnage, avec une nouvelle histoire. Avec le temps, j'ai presque cru que ce personnage inventé était moi. Cette capacité de dissociation, initialement développée comme mécanisme de défense, est devenue pour beaucoup une stratégie de survie permanente. Le processus de dénazification imposé par les Alliés a directement affecté ces familles. Les biens ont été confisqués, les comptes bancaires gelés et les opportunités professionnelles sévèrement limitées. Amy Göring, autrefois actrice respectée, a été condamnée à 1 an de prison après la guerre. 30% de ses biens ont été saisis par les autorités alliées et elle a été interdite d'exercer pendant 5 ans. Les tribunaux de dénazification mis en place par les autorités alliées classèrent les citoyens allemands en 5 catégories, allant des principaux coupables aux exonérés. Les familles des dirigeants nazis tombaient automatiquement dans des catégories impliquant des restrictions importantes, notamment en matière de résidence, d'emploi et d'éducation. Gudrun Himmler, par exemple,
a été refusée dans de nombreux programmes universitaires en raison de son nom de famille, malgré d'excellents résultats scolaires. L'éducation de ces jeunes nécessitait une réorientation idéologique complète. Ayant grandi sous un intense endoctrinement nazi, il devait très maintenant s'adapter à un système éducatif réformé, qui mettait l'accent sur les valeurs démocratiques et condamnait explicitement le régime nazi. Cette rééducation, nécessaire mais traumatisante, impliquait de démanteler fondamentalement les croyances inculquées durant leurs années de formation. Les programmes éducatifs mis en place par les autorités d'occupation comprenaient la projection obligatoire de documentaires sur les camps de concentration, des visites d'exposition sur les crimes nazis et des programmes scolaires entièrement révisés, supprimant toute influence nationale socialiste. Pour de nombreux jeunes, ce changement radical représentait une forme de violence cognitive. Psychologiquement, ces jeunes faisaient face à la double tâche de digérer l'effondrement de leur monde connu et de réconcilier l'image du père aimant avec celle du criminel de guerre. Cette dissonance cognitive s'est révélée particulièrement dévastatrice. Nicolas Frank, fils du tristement célèbre gouverneur général de la Pologne occupée, a décrit comment sa honte initiale vis-à-vis de son père s'est transformée au fil du temps en une haine obsessionnelle et brûlante, à mesure qu'il découvrait les détails précis des actions de Hans Frank. Les tribunaux de Nuremberg et les procès ultérieurs ont forcé ces jeunes à affronter des vérités dérangeantes. Gudrun Himmler, alors adolescente, a été appelée à témoigner aux côtés de sa mère. Le spectacle public de leurs parents jugés, condamnés, et dans de nombreux cas exécutés, a ajouté une couche supplémentaire de traumatisme à leurs existences déjà compliquées. Les dynamiques familiales se sont transformées de manière radicale, notamment dans les foyers où la figure paternelle avait été exécutée, emprisonnée ou avait disparu. Les mères, auparavant confinées à des rôles domestiques traditionnels selon l'idéal nazi de féminité, ont été forcées de devenir les principales pourvoyeuses et protectrices dans un environnement hostile. Ilse Hess, épouse de Rudolf Hess et mère de Wolf Rüdiger, illustre cette adaptation. Après l'emprisonnement de son mari à Spandau, elle a travaillé comme secrétaire et traductrice tout en menant des campagnes pour la libération de son époux et en protégeant son fils du stigmate social. La figure maternelle a acquis une importance cruciale durant cette période, tandis que certaines mères comme Margaret Himmler ou Emmy Göring sont restées fidèles aux convictions idéologiques de leurs époux, transmettant cette loyauté à leurs enfants. D'autres comme Henriette von Schirach, épouse du chef de la jeunesse nazie Baldur von Schirach, ont rompu activement avec le passé et promu l'intégration de leurs enfants dans la nouvelle société démocratique. Fidélité à l'ombre, enfant entre le déni et la rupture morale. Dans les décennies qui ont suivi la guerre, les enfants des dirigeants nazis ont suivi des trajectoires remarquablement divergentes, largement déterminés par la manière dont ils ont choisi de se rapporter à l'héritage toxique de leur père. Certains ont opté pour une rupture radicale, d'autres pour une défense obstinée, et d'autres encore pour un territoire ambigu entre loyauté familiale et reconnaissance des atrocités. Gudrun Himmler représente le cas le plus évident de loyauté inébranlable. Après la guerre, elle a consacré sa vie à préserver et réhabiliter la mémoire de son père, Heinrich Himmler. Elle a rejoint Stille Hilfe, Aide silencieuse, une organisation clandestine apportant un soutien aux membres des SS arrêtés, condamnés ou en fuite. La détermination de Gudrun à défendre l'héritage de son père a atteint des dimensions presque obsessionnelles. Elle conservait méticuleusement chaque coupure de presse ou publication mentionnant Heinrich Himmler, annotant en marge des réfutations détaillées de ce qu'elle considérait comme des mensonges alliés. En 1961, Gudrun a épousé Wolf-Dieter Burwitz, un fonctionnaire du parti d'extrême droite NPD, Parti national-démocrate d'Allemagne, adoptant son nom mais sans jamais renier son identité de fille d'Himmler. Elle portait fièrement une broche en argent offerte par son père, représentant les têtes de 4 chevaux disposées en forme de svastika. Connue dans les cercles néo-nazis sous le surnom de princesse nazie, Gudrun assistait régulièrement à des réunions clandestines d'anciens officiers SS et a conservé des liens avec ceux qui avaient combattu pour l'Allemagne jusqu'à sa mort en 2018, à l'âge de 88 ans. Le journaliste allemand Oliver Schromm, qui l'a interviewé en 1992, a décrit sa résidence comme un musée privé du nazisme, avec des photographies encadrées de son père en uniforme
et des objets SS soigneusement conservés. Ce qui est le plus troublant, a écrit Schromm, ce n'est pas son déni de l'Holocauste, mais sa conviction absolue que le régime nazi représentait l'apogée de la civilisation allemande, un âge d'or brutalement interrompu par des forces extérieures. À l'opposé, Nicolas Frank a choisi de confronter ouvertement les crimes de son père. Journaliste respecté en Allemagne, il a utilisé sa tribune pour dénoncer les atrocités du régime nazi. En 1987, il a publié Der Vater, eine Abrechnung, le père, un règlement de compte, un livre dans lequel il qualifiait son propre père de psychopathe et affirmait qu'il méritait d'être exécuté. La rupture de Niklas avec l'héritage paternel a été totale et publique. Lors de conférences et d'interviews, il décrivait Hans Frank comme un monstre d'une cruauté incompréhensible, un assassin de masse raffiné qui signait des ordres d'extermination tout en écoutant Mozart. Cette position a suscité des critiques virulentes, notamment d'autres enfants de nazis comme Klaus von Schirach et Martin Adolf Bormann, qui considéraient son jugement excessivement sévère. Ses propres frères et sœurs ne lui ont jamais pardonné d'avoir écrit ce livre et ont coupé tout contact avec lui. Martin Bormann Jr., fils aîné du puissant secrétaire d'Hitler, a suivi une voie de transformation spirituelle. Baptisé avec Hitler comme parrain, le jeune Martin a grandi au cœur du pouvoir nazi. Pourtant, après la guerre, il a entrepris un chemin qui l'a mené vers l'Église catholique. Le 26 juillet 1958, il a été ordonné prêtre, une transformation représentant un rejet radical de l'idéologie de son père. Entre 1961 et 1964, il a travaillé comme missionnaire au Congo, offrant son aide aux nécessiteux et diffusant un message d'amour et de compassion diamétralement opposé aux doctrines de haine de sa jeunesse. Ce choix de vocation représentait la forme la plus radicale de rupture avec l'héritage paternel, tandis que Martin Bormann Sr. avait été un facilitateur administratif du génocide, son fils consacrait sa vie à servir les plus vulnérables. Malgré ses efforts pour expier les actions de son père, Martin Bormann Jr. s'est retrouvé prisonnier d'un réseau complexe d'émotions. Dans une déclaration émouvante en 2000, il a révélé « Je l'aime comme mon père, et j'espère pouvoir le retrouver comme un homme racheté et sauvé. Mais je ne peux l'absoudre d'aucune des fautes qu'il a commises dans sa vie politique en suivant Adolf Hitler. » Albert Speer Jr., fils de l'architecte d'Hitler devenu plus tard ministre de l'Armement, a choisi de suivre la profession de son père tout en se distanciant de son idéologie. Dans une interview de 2010 avec Süddeutsche Zeitung, il expliquait « J'ai essayé toute ma vie de me séparer de mon père, de m'en distancier. Cette stratégie lui a permis d'être reconnu pour ses propres mérites, et non comme le fils d'Albert Speer. Il a acquis une réputation considérable comme architecte et urbaniste, travaillant sur des projets internationaux très en vue. Dans un certain sens, la trajectoire professionnelle d'Albert Jr. représentait une forme de rédemption indirecte. Tandis que son père avait conçu des bâtiments monumentaux pour glorifier le Troisième Reich, le fils se spécialisait dans l'architecture durable et la planification urbaine humaniste. Toutefois, certains critiques soulignaient la persistance de traits communs, fascination pour les projets à grande échelle, ambition mégalomane et volonté de travailler avec des régimes autoritaires contemporains comme la Chine. Même dans sa rupture avec l'héritage paternel, Albert Jr. montrait des traces de continuité qu'il reconnaissait lui-même avec ambivalence. Rolf Mengele, fils de l'infâme ange de la mort d'Auschwitz, a été confronté à une révélation tardive et traumatique sur la véritable nature de son père. Élevé loin d'Auschwitz et nourri de désinformation, Rolf grandit en croyant que son père était un héros de guerre. En 1977, il se rendit en Amérique du Sud pour confronter Joseph Mengele directement. Ce qu'il découvrit ne fut pas une âme repentante en quête de pardon, mais un nazi impénitent tentant de justifier ses actes. Cette rencontre transformatrice avec son père au Brésil, documentée plus tard dans ses mémoires, représente l'un des témoignages les plus précieux sur la psychologie des auteurs de l'Holocauste. Joseph Mengele, alors caché à Sao Paulo sous une fausse identité, tentait de justifier ses expériences médicales comme des contributions nécessaires à la science et décrivait Auschwitz comme un camp tragiquement incompris par l'histoire. Selon Rolf, son père faisait preuve d'une imperméabilité absolue à toute remise en question morale, manifestant uniquement du ressentiment d'avoir été poursuivi injustement et contraint de vivre dans la clandestinité.
Réfléchissant à cette rencontre glaçante, Rolf admit l'impact profond qu'elle eut sur lui. Il ne pouvait comprendre comment son père avait pu commettre de telles atrocités, déclarant « Ce qui s'est passé est pour moi contraire à toute éthique, à toute morale, et empêche toute compréhension de la nature humaine. » Malgré son dégoût pour les actes de son père, Rolf ne put le trahir auprès des autorités, choisissant de garder le silence sur la cachette sud-américaine de Joseph. Après cette rencontre, il changea son nom de famille pour celui de sa mère, un acte symbolique de rupture avec le nom Mengele. Wolf Rüdiger Hess a consacré sa vie à défendre l'honneur de son père, Rudolf Hess, l'ancien lieutenant d'Hitler. Né en 1937, Wolf n'était encore qu'un enfant lorsque son père effectua son célèbre vol solitaire en Écosse en 1941, prétendument pour négocier la paix avec la Grande-Bretagne. Dans les années 1950, Wolf a fondé le Comité pour la libération de Rudolf Hess, soutenant que son père avait été un martyr de la paix, injustement emprisonné par les puissances occidentales qui préféraient prolonger la guerre contre l'Allemagne. Après la mort de Hess en prison en 1987, Wolf affirma que son décès résultait d'un coup monté par ses geôliers britanniques, consacrant les 20 années suivantes à promouvoir des théories complotistes sur un prétendu assassinat. La rébellion de l'héritage, du sang contaminé au devoir de mémoire. Le processus de transformation d'un héritage traumatique en action constructive représente l'un des chapitres les plus significatifs dans l'histoire des descendants de leaders nazis. Cette métamorphose a émergé progressivement, souvent après des décennies de conflits internes, de recherches personnelles et de douloureuses confrontations avec la vérité historique. La société allemande d'après-guerre s'est caractérisée par ce que les historiens ont appelé la Vergangenheitsbewältigung, le processus de confrontation et de traitement du passé nazi. Pour les enfants des principaux auteurs, ce processus national s'entrelace inextricablement avec leurs luttes identitaires personnelles. Tandis que l'Allemagne de l'Ouest construisait une identité démocratique délibérément opposée au Troisième Reich, ses descendants étaient confrontés à la tâche parallèle de forger des identités individuelles indépendantes des actions de leurs parents. La transition du silence coupable des années 50 et 60 vers une confrontation plus ouverte avec le passé nazi, catalysée par des événements tels que le procès d'Eichmann, 1961, le procès d'Auschwitz à Francfort, 1963 à 1965, et le mouvement étudiant de 1968, a créé un contexte social où ses descendants ont ressenti une pression croissante pour se positionner publiquement par rapport à l'héritage de leurs parents. Ce climat de remise en question intergénérationnelle a offert à certains l'opportunité de rompre définitivement avec les récits familiaux de déni ou de justification. Dans ce contexte, certains descendants ont progressivement développé une sensibilité particulière aux dimensions éthiques et historiques de la mémoire de la Shoah, reconnaissant leur position unique non pas comme un fardeau, mais comme une responsabilité. Ces individus n'ont pas seulement reconnu les crimes de leurs parents, mais ont transformé le poids traumatique de leur héritage en un engagement actif envers la mémoire historique et l'éducation. Monika Hertwig, fille d'Emon Goeth, commandant du camp de concentration de Płachow immortalisé dans le film La liste de Schindler, illustre cette trajectoire de transformation. Née en novembre 1945, Monika n'a jamais connu son père, exécuté lorsqu'elle n'avait qu'1 an. Durant son enfance, sa mère lui présenta Goethe comme un bon père de famille et un héros de guerre, lui dissimulant la réalité monstrueuse de ses crimes. Le moment décisif dans la vie de Monika arriva avec la sortie de La liste de Schindler, en 1993, voir son père représenté comme un assassin sadique provoqua en elle une crise existentielle. Ce choc initial évolua en une quête déterminée de vérité qui la mena à rechercher de manière approfondie les archives historiques, à rencontrer des survivants du camp de Płachow et à visiter les lieux où son père avait commis des crimes. En 2008, Monika participa au documentaire Inheritance, qui documentait sa rencontre avec Helen Jonas Rosenzweig, une survivante juive contrainte de servir comme domestique personnel dans la maison de Goethe pendant la guerre. Ce dialogue extraordinaire entre la fille du bourreau et la victime directe de son père a constitué un puissant témoignage de réconciliation et de reconnaissance mutuelle. Pour Hélène, qui avait enduré des abus quotidiens dans la villa de Goethe, la rencontre avec Monika représentait une forme de bouclage de la boucle,
Pour Monica, cela signifiait affronter la matérialisation vivante de la souffrance causée par son père. Le moment culminant de la rencontre survint lorsque les deux femmes, debout sur les ruines de la villa où l'une avait été torturée et l'autre conçue, s'enlacèrent dans un geste transcendant la division historique entre victimes et bourreaux. Rainer Heuss, petit-fils de Rudolf Heuss, a suivi un chemin similaire d'activisme historique. Contrairement à sa tante Brigitte, qui a choisi l'anonymat et le silence, Rainer a publiquement embrassé son héritage familial complexe. Son éveil commença lors d'une excursion scolaire au camp de concentration de Dachau, où il découvrit le nom Heuss sur une plaque listant les criminels de guerre nazis. Dans un acte de rupture symbolique, Rainer coupa les liens avec les membres de sa famille qui continuaient d'adhérer à des idéologies toxiques et s'engagea dans une mission visant à confronter l'héritage de son grand-père. Son travail éducatif sur la Shoah l'a conduit dans les mêmes lieux où son grand-père a orchestré des atrocités inimaginables, rencontrant des survivants et écoutant leurs récits. L'authenticité de l'engagement de Rainer fut confirmée lorsqu'en 2009, il visita Auschwitz en tant que participant à un congrès international sur la Shoah. Il y fut accueilli avec une générosité extraordinaire par des survivants âgés qui voyaient en sa présence un symbole fort de rupture avec le cycle de haine. L'un d'eux, Marian Turski, lui déclara « Ta présence ici, en reconnaissant les crimes de ton grand-père et en œuvrant pour la mémoire, représente une victoire finale sur le système que Rudolf Heuss a contribué à instaurer. » L'un des aspects les plus émouvants du travail de Rainer est son effort pour restituer des biens volés aux descendants de survivants de la Shoah. Ce travail l'a confronté directement au coût humain des actions de son grand-père, face à des preuves tangibles de vies brisées et de familles détruites. Catherine Himmler, petite nièce de Heinrich Himmler, représente un autre exemple significatif de transformation constructive de l'héritage familial. Formée en sciences politiques et en histoire, Catherine a consacré des années à rechercher minutieusement l'histoire de sa propre famille, culminant avec la publication de « Les frères Himmler » 2005, une analyse rigoureuse et impitoyablement honnête de la manière dont trois frères ordinaires, Ernst, Gebhard et Heinrich, ont glissé vers le national-socialisme. La transformation de ses descendants, de fils coupables à témoins actifs, représente une forme particulièrement puissante d'agence morale. Par leur témoignage public, leur contribution éducative et leur engagement envers la vérité historique, ces figures ont transformé la stigmatisation héritée en plateforme de réconciliation et de mémoire constructive. L'ombre du nom, visages et corps qui portent encore la mémoire. La mémoire historique ne s'inscrit pas seulement dans les documents officiels et les monuments publics, mais aussi dans les corps, les visages et les récits personnels qui continuent d'habiter le présent. Dans l'Allemagne contemporaine, alors que les vestiges physiques du Troisième Reich ont pour la plupart été éliminés ou transformés, une dimension humaine de cette histoire persiste, impossible à démolir ou à légiférer, la présence vivante des descendants. Cet héritage génétique et nominal constitue une archive corporelle de la mémoire historique qui complique toute tentative de délimiter clairement le passé nazi comme un chapitre clos de l'histoire allemande. Les individus portant ces noms emblématiques représentent des liens biologiques et culturels avec des événements que la société allemande s'est efforcée de traiter et de surmonter méticuleusement. Pour comprendre la complexité de cette persistance physique du passé, le cas de Bettina Göring, petite nièce d'Hermann Göring, est illustratif. Née en 1956, Bettina grandit avec une ressemblance physique marquée avec son tristement célèbre grand-oncle. Même structure faciale, mêmes yeux, même gestuelle selon ceux qui la côtoyaient. Cette ressemblance la rendait vivante, incarnation d'un passé que la société allemande cherchait à dépasser. Dans un geste extrême de rupture avec cet héritage biologique inévitable, Bettina choisit de se faire stériliser volontairement à l'âge de 30 ans. « Je ne voulais pas transmettre ces gènes », expliqua-t-elle plus tard. « Je ne voulais pas qu'un autre Hermann Göring puisse potentiellement naître de ma lignée sanguine. » Cet acte radical d'interruption génétique illustre la dimension corporelle de l'héritage nazi, le sentiment, chez certains descendants, de porter littéralement dans leur ADN la potentialité du mal. Bien que scientifiquement infondée, cette perception de sang contaminé a influencé les décisions reproductives de plusieurs descendants, révélant les dimensions les plus intimes et biologiques de ce legs historique.
Dans un pays où les monuments physiques au nazisme ont été volontairement éliminés du paysage urbain, ses descendants fonctionnent comme une forme de mémoire incarnée qui défie la séparation nette entre passé et présent. Ils portent des noms qui agissent comme des monuments invisibles d'un passé traumatique, inscrits non dans la pierre mais dans les papiers d'identité, les présentations professionnelles et les relations personnelles. Ce fardeau nominal a conduit à des décisions dramatiques de rupture identitaire. Eda Göring ne s'est jamais mariée ni n'a eu d'enfant, portant le nom de son père jusqu'à sa mort en 2018 comme une forme d'obstination loyale. En revanche, les 4 enfants d'Albert Speer Jr. ont décidé de changer légalement de nom après sa mort en 2017, rompant ainsi la continuité nominale avec l'architecte d'Hitler. Un petit-fils de Joseph Mengele, résidant en Allemagne, utilise un nom totalement différent et a construit son identité professionnelle et personnelle sans aucune référence à son infâme grand-père. Jennifer Tige, petite-fille d'Eamon Goeth, représente un cas paradigmatique de la manière dont cet héritage peut se manifester de façon inattendue, même plusieurs générations plus tard. Née d'une mère allemande et d'un père nigérian, et par la suite adoptée, Jennifer découvrit par hasard sa connexion avec Goethe. À 38 ans, alors qu'elle feuilletait des livres dans une bibliothèque de Hambourg, elle en trouva un intitulé « Je dois aimer mon père, n'est-ce pas ?» Elle reconnut sa mère biologique sur la couverture et en le lisant, découvrit que son grand-père était le tristement célèbre commandant de Poichov. Cette révélation déclencha une profonde crise identitaire, d'autant plus complexe que Jennifer avait étudié en Israël et entretenait des liens forts avec des amis juifs. Son processus de réconciliation avec cet héritage inattendu, documenté dans son propre livre « Mon grand-père m'aurait tiré dessus », illustre comment le passé nazi peut émerger de manière disruptive, même lorsqu'il semble s'être estompé. Le cas de Jennifer ajoute une dimension supplémentaire à cet héritage complexe, l'intersection avec l'identité raciale. En tant que femme afro-allemande, Jennifer aurait été considérée comme racialement inférieure selon les mêmes lois que son grand-père appliquait. Cette paradoxale ironie historique, être à la fois descendante biologique d'un bourreau nazi et membre d'un groupe persécuté par l'idéologie nazie, engendra des couches supplémentaires de complexité identitaire que Jennifer explora en profondeur dans son travail ultérieur comme éducatrice et militante. Le paysage visuel de cet héritage se manifeste dans des photographies familiales aujourd'hui, conservées dans des archives historiques. Des images d'enfants souriants jouant dans les jardins de Berchtesgaden, portés dans les bras d'hommes en uniforme ou posant innocemment aux côtés de figures désormais reconnues comme des monstres historiques. Ces photos, initialement prises comme souvenirs familiaux privés, ont été recontextualisées comme artefacts historiques, illustrant la domesticité troublante qui cohabitait avec la machine génocidaire. Les albums de famille de ses descendants représentent des archives visuelles de dissociation historique. Irmgard Eichmann, veuve d'Adolf, conservait méticuleusement des photos de famille prises en Argentine, où ils apparaissaient comme une famille ordinaire profitant de pique-niques dominicaux ou de fêtes de Noël. Ces images de normalité, capturées alors que son mari vivait clandestinement sous une fausse identité après avoir organisé le transport de millions de Juifs vers les camps d'extermination, illustrent la capacité humaine à compartimenter et à normaliser même les biographies les plus extrêmes. Les objets matériels servent aussi de vecteurs tangibles de cet héritage. La broche en argent que Gudrun Himmler chérissait, les œuvres d'art volées décorant les chambres d'enfants d'Eda Göring, les jouets fabriqués par des prisonniers des camps de concentration, offerts comme cadeaux dans les foyers des officiers SS, tous ces objets portaient une histoire sinistre invisible aux yeux des enfants qui les possédaient. La transmission intergénérationnelle de ces objets pose de profonds dilemmes éthiques pour les descendants. Lorsque Rainer Höss découvrit qu'une montre ayant appartenu à son père provenait à l'origine d'un prisonnier juif exécuté à Auschwitz, il fit don de l'objet au musée du camp comme acte de restitution symbolique. À l'inverse, d'autres descendants ont vendu en privé des objets similaires à des collectionneurs, suscitant des controverses éthiques sur la monétisation du patrimoine de l'Holocauste. À mesure que la génération des enfants biologiques des dirigeants nazis vieillit et disparaît progressivement, la voix de la troisième génération, les petits-enfants des architectes de l'Holocauste, gagne en importance.
Cette cohorte, née principalement entre les années 60 et 80, entretient une relation plus distante mais non moins complexe avec l'héritage nazi familial. Leur position générationnelle unique, suffisamment éloignée pour éviter une culpabilité directe, mais assez proche pour ressentir le poids du nom, a engendré des approches distinctes envers cet héritage historique. À la différence de leurs parents, les petits-enfants ont grandi dans une Allemagne ayant déjà institutionnalisé l'affrontement avec le passé nazi. Pour eux, il ne s'agissait pas tant de découvrir et de traiter des révélations traumatiques sur les crimes familiaux, des informations généralement accessibles dès l'enfance, que de développer des stratégies identitaires pour intégrer ce savoir dans des autobiographies cohérentes. Comme l'exprimait Rainer Höss, « Mes parents ont dû découvrir et accepter l'impensable. Nous sommes nés avec cette connaissance comme partie intégrante de notre héritage. Notre tâche n'est pas tant la découverte que l'intégration de cette histoire dans nos vies. » Pour la majorité de ses descendants, la vieillesse a apporté une forme de résolution provisoire, bien que rarement complète. Des photographies récentes montrent des visages marqués par des décennies de lutte intérieure, des yeux ayant vu à la fois des archives historiques impensables et les visages personnels de survivants. Beaucoup ont trouvé un but dans des activités éducatives ou commémoratives, transformant le poids de leur nom en une responsabilité envers la mémoire historique. D'autres ont trouvé la paix dans des vies délibérément ordinaires, contribuant discrètement à une société que leurs parents avaient tenté de détruire. L'ombre du nom persiste, mais sa signification évolue. Pour la génération originale des enfants, elle représentait une rupture catastrophique entre une enfance privilégiée et une infamie adulte. Pour leurs enfants et petits-enfants, elle est devenue un lien plus lointain mais persistant avec un passé historique partagé collectivement. Dans le paysage commémoratif du XXIe siècle, ces figures occupent un espace unique et ambigu, ni bourreau ni victime, mais témoins hérités dont les vies personnelles sont inextricablement liées à la mémoire historique de l'une des plus grandes catastrophes morales de l'humanité.